Depuis plusieurs mois, le gouvernement nous explique que nous sommes rentrés dans une économie de guerre. Lors de son allocution sur la situation internationale, le président Macron nous a expliqué que la Russie était une menace, que la France devait se réarmer pour y faire face et qu'il était donc nécessaire de produire plus d'armement pour nos armées et dans le même temps le faire à budget constant, c'est-à-dire en réduisant les financements sur les services publics. Mais qu'est-ce que c'est qu'une économie de guerre? Une économie de guerre, c'est une planification, c'est une mobilisation massive de l'ensemble des ressources économiques d'une nation dans un but unique, faire la guerre. Une économie de guerre, cela implique une mobilisation totale de la population. La population doit être formée et son activité doit être tournée dans un seul but, faire la guerre, fournir aux militaires les moyens de faire la guerre et de ne réduire en fait l'activité économique qu'à un seul but, la guerre. Cela veut donc dire que toutes les industries tournent leur production vers la production militaire. Là où l'on produisait des voitures, on va produire des tanks ou des drones. Là où l'on produisait des boîtes de conserve, on va produire des munitions. C'est comme cela que la France a fait face à la Première Guerre mondiale en 1914, la première guerre totale de l'histoire de l'humanité. Tout le monde n'avait qu'un seul but, la victoire. L'exemple le plus parlant, le plus massif, le plus exemplaire de ce qu'est une économie de guerre est celui que a fourni les États-Unis d'Amérique pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'administration Roosevelt a en effet consacré 30% de la capacité productive du pays vers les armées. Ce sont des centaines de milliers d'avions, des millions de véhicules, des centaines de milliers de tanks qui sont sortis des usines américaines entre 1942 et 1945 pour assurer la victoire des Alliés face aux puissances de l'Axe et au nazisme. Cette mobilisation de l'économie ne s'est pas faite au détriment des acquis sociaux que le président Roosevelt avait mis en œuvre dans le cadre de sa politique du New Deal après son élection en 1932. Bien au contraire, il a fait contribuer les plus riches à l'effort de guerre. Déjà, le taux d'imposition aux États-Unis pour les fortunes de plus de 140 millions de dollars en 1938 s'élevait à 79%. On parle évidemment du taux marginal. Mais ce taux marginal a été augmenté. Il a atteint 94% en 1944, mais non plus sur les fortunes de 140 millions de dollars, mais sur les fortunes de 8,8 millions de dollars. Ce sont donc bien les plus riches qui ont contribué à l'effort de guerre pour que les acquis sociaux des plus pauvres et des plus démunis soient maintenus. Voilà ce que refuse de faire le président Macron, obnubilé qu'il est par sa volonté de toujours favoriser les plus riches. Nous sommes donc dans une situation totalement différente de ce qu'est une économie de guerre aujourd'hui en France. La situation en France est donc totalement différente. Cela fait maintenant plusieurs années que le gouvernement parle d'économie de guerre, mais regardons concrètement ce qui est fait. Les effectifs de l'armée n'augmentent pas. La capacité de production de notre BITD reste sur des niveaux échantillonnaires. Par exemple, nous produisons 20 rafales par an, ce qui serait bien évidemment totalement insuffisant en cas de conflit de haute intensité. Le gouvernement ne protège pas, ne soutient pas notre base industrielle et technologique de défense, notre BITD. Bien au contraire, il la laisse être dépecée, faire faillite, voire être vendue aux États-Unis. Prenons quelques exemples. L'entreprise Vancorex en Isère qui produit du sel raffiné qui permet de propulser à la fois la fusée Ariane, mais également nos missiles nucléaires, nos missiles M51, qui justement garantissent notre souveraineté par le biais de la dissuasion nucléaire. Le président Macron nous a dit dans son émission l'autre soir que la dissuasion française était complète, française de bout en bout. Si l'entreprise Vancorex ferme, eh bien ce sel sera importé par les Allemands de Pologne et nous ne serons donc plus totalement souverains sur la dissuasion. Deuxième exemple, la société Atos, qui est quasiment la seule entreprise en France à pouvoir nous apporter une solution de cloud
souverain, donc de garantir que des données françaises sensibles seront conservées en France dans des serveurs français de droit français. Eh bien, cette entreprise est en train d'être vendue à la découpe et le gouvernement laisse faire. On pourrait parler également de la société LMB Aerospace qui vend des pièces pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou pour des Rafales. Eh bien, cette entreprise est en train d'être rachetée par les Américains. Et nous y venons. Aujourd'hui, 63% de l'effort d'investissement des nations européennes dans l'industrie de défense sert à acheter des produits américains. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, augmenter les budgets de la défense au niveau européen ne servirait qu'à une chose, financer le complexe militaro-industriel américain. C'est bien là tout l'objectif de Donald Trump lorsqu'il exige que les dépenses de l'OTAN passent de 2% du PIB à 3 ou 3,5% du PIB. Mais la France aujourd'hui n'est pas dans un état de guerre. Aucune guerre n'est déclarée avec aucun pays du monde. Il est donc impossible de consacrer l'ensemble des ressources de la nation à une guerre qui n'existe pas. Alors oui, il y a des tentatives de déstabilisation. Oui, il y a des guerres que l'on dit hybrides dans des espaces immatériels, le cyber, l'espace, les fonds marins. Oui, évidemment, il faut répondre à ces menaces. Mais pas par une économie de guerre, pas comme cela. Pas en créant soi-même les conditions d'une potentielle escalade. Il y a donc là une volonté d'usage rhétorique de la guerre. De la même manière, Emmanuel Macron nous avait expliqué que nous étions en guerre contre le Covid. Il y a donc une volonté du gouvernement d'user de cette rhétorique pour faire passer en force le programme de casse sociale qu'il n'a pas réussi à rendre majoritaire dans les urnes. Ce président qui a perdu les législatives en 2022, qui les a perdues également en 2024, essaye, par le biais de cette rhétorique guerrière, d'imposer ces réformes aux Français. Cela n'est pas acceptable. Il n'est pas possible de sacrifier les services publics sur l'autel de l'économie de guerre. Oui, il faut assurer la défense de nos frontières nationales. Oui, il faut assurer notre souveraineté. Oui, il faut assurer la défense de nos territoires ultramarins. La France est une grande nation. La France possède l'arme atomique. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, la France doit jouer un rôle sur la scène mondiale. Mais ce rôle ne peut pas être bassement celui de producteur de canons. Oui, nous avons une industrie de défense. Nous en sommes fiers. Elle est puissante. Elle nous permet d'être souveraine. Elle devrait nous permettre de porter une voix forte, une voix différente dans le concert des nations, une voix non alignée, une voix indépendante, qui permettrait de lui rallier à ses côtés l'ensemble des nations qui en ont assez de cette politique de bloc qui peut conduire à l'affrontement et à la déflagration généralisée. Une politique qui permettrait de remettre la paix au cœur des enjeux, et plus encore, l'intérêt général humain. Cet intérêt général humain qui est aujourd'hui un intérêt écologique. Il y a un réchauffement climatique à l'œuvre qui pose pour le coup une menace existentielle sur l'ensemble de l'humanité. Oui, il y a dans ce monde des nations qui veulent agir. La France doit être à leur côté. Il faut aujourd'hui préparer la paix et non la guerre.